Il y a un an, juste à côté d'ici, au bar des Bouchons, Vincent Bergerin m'a parlé de son projet intitulé Inanimaux. Il s'agissait d'inviter 6 artistes à saisir le cerveau d'une personne pour en faire leur atelier provisoire, de lieu de production, ou bien aussi d'une certaine manière la galerie de l'une de leurs œuvres. Vincent m'a proposé d'être ce cerveau et j'ai accepté sans la moindre hésitation. La seule chose que j'avais à faire, c'était d'écrire tout ce qui se passait dans un journal de bord. Ce journal a été pendant un temps la seule sortie de l'expérience en train d'avoir lieu dans ma tête. Mais au bout d'un moment, j'ai ressenti le besoin de raconter différemment cette histoire. Mais comment ? Comment rendre compte de la perturbation si spéciale que cette expérience provoquait en moi ? Comment traduire le plus justement possible le fait d'être habité par 6 artistes, d'être possédé par 6 œuvres d'art. L'exploration de ces questions m'a conduite à écrire Pas moi. Je m'appelle Alice Rivière. C'est moi le fil de l'histoire. J'ai cherché une script pour mettre de l'ordre dans tout ça, mais j'en ai pas trouvé. Je me suis perdue dans le plan. Il faut dire que j'ai le cerveau encombré et terriblement mal rangé. C'est à cause d'une maladie que j'abrite. Je ne sais pas si c'est le simple fait de savoir que je l'abrite ou si c'est la maladie elle-même qui perturbe tout un coup, mais maintenant, ça ne fait plus de différence. Je suis en perpétuel dérangement. Un antidote, un contrepoison se trouve quelque part caché dans le monde à mon intention. Je ne sais, je n'ai aucune idée de ce que cela peut être, ni où cela peut être caché. Je dois trouver cet antidote pour guérir. Alice s'endort. Elle ne cesse pour autant sa recherche, au contraire. Les rêves lui permettent d'explorer certaines hypothèses inaccessibles autrement, qui la mettront peut-être sur la voie pour trouver la solution à l'étrange problème qui est devenu sa vie. Un homme s'approche d'Alice tandis qu'elle dort. Il se penche et lui dit à l'oreille: j'avais besoin de déposer un secret. Là où personne ne risquait de le découvrir, là où il serait absolument protégé. Parfois, on ne peut vraiment pas garder un secret pour soi tout seul. Tu n'es pas au courant, mais c'est à toi que je l'ai confié. Aucun risque que tu le racontes, que tu l'éventes, car ce que tu ignores posséder, tu ne peux pas le divulguer. Je t'ai mis en langue étrangère comme ça, si par hasard tu tombais quand même dessus, il n'y aurait aucun risque que tu y comprennes quoi que ce soit. Tel que je te l'ai mis, tu ne peux même pas savoir que c'est un secret. Ça peut paraître bizarre, mais je sais qu'en te confiant ainsi, mon secret ne peut pas disparaître. Comme si je le plaçais dans un congélateur pour plus tard. Le mettre là, c'est avoir la garantie qu'il va rester intact. J'ai besoin que tu vives. J'ai besoin que tu ne perdes pas la mémoire. Tu vas garder mon secret et tu vas garder mon secret secret. Parfois, la vie se décide à être gentille avec moi. Moi, ça vient de m'arriver. Je n'avais plus de maison et j'habitais le canapé de mes amis ou bien encore leur lit quand ils partaient en vacances. Et c'était la fin du mois d'août. Et la rentrée s'était mise à apparaître juste devant moi et à me donner de l'oppression. Quel était illusoire ma liberté, et courte et précaire. Bientôt il faudrait recommencer la vente des canapés. J'avais à peu près tout lâché, mon travail c'était tout à fait fini maintenant, et je n'avais gardé de mes petits boulots que les plus intéressants, alors forcément, je n'avais plus grand chose pour vivre. Mais ça ne me gênait pas, c'était synchrone. C'était synchrone de vivre sans grand chose, sans avenir en tout cas, sans progression professionnelle, sans salaire, sans patron, sans maître, sans bureau, sans collègues, sans réunion. Et puis ne plus vouloir construire en particulier, voilà, ne plus chercher à rien construire. C'était synchrone parce que c'était d'accord avec ma sensation de lent, de profond et d'inexorable effondrement. La forme extérieure de ma vie ressemblait comme 2 gouttes d'eau à ce que je sentais à l'intérieur, et c'était déjà septième. Alors lorsque le miracle est arrivé, je ne m'en suis pas tout de suite aperçue. Il s'agissait de garder un endroit, un atelier, dont le propriétaire allait partir travailler à l'étranger pour quelques mois. Il ne voulait surtout pas louer, surtout pas déranger ses affaires. Il lui fallait juste quelqu'un qui reste là pour veiller sur son chien, ses plantes et ses choses. Et au téléphone, sans réfléchir, je
Je lui ai dit avec mon ancienne voix d'employé de bureau, mais bien sûr, aucun problème, vous pouvez compter sur moi. Parce que c'était la fin du mois d'août et que je disais oui à tout. Quand j'ai découvert l'endroit, à la hauteur de plafond vertigineuse, les plantes, la lumière, les établis, j'ai dû faire des efforts pour rester calme car les affaires sont les affaires. Vivre ici quelques mois avec le chien, je vais réfléchir. Mais j'ai un chat, vous savez. Le propriétaire m'a répondu, il n'y a pas de problème, le chat aussi il peut venir. Mon côté fille éteinte, timide, qui ne s'est pas forcé, dont les lunettes sont réglées en plus de dénudées, tout ça le rassurait. Et il souriait parce qu'il voyait que sincèrement le chien qui s'appelait Vapna et moi, on s'entendait bien. En sanskrit, Vapna, ça veut dire rêve, a-t-il dit en faisant un clin d'œil initié, comme si c'était le détail clé qui pourrait achever de me persuader. Il a ajouté qu'il ferait de la place dans ses affaires et qu'il protégerait ses œuvres. Comme ça, il n'y aurait aucun risque. J'ai cherché du regard les œuvres en question, mais j'en ai trouvé aucune. Peut-être qu'elle était rangée, ou peut-être que je ne savais pas discerner son travail du reste de ses affaires. Je n'ai pas osé lui poser la question, mais peur qu'il change d'avis, il s'est aperçu que je ne sais même pas faire la différence entre une œuvre d'art et n'importe quoi d'autre. Je passe la plupart de mon temps au lit. Le lit est le centre de commandement de ma nacelle grosse. Installé en mezzanine, il offre une vue imprenable sur l'atelier lui-même et sur la cour derrière la véranda. Quand je me perds convenablement sous les roseaux, je deviens invisible et alors je peux regarder tout ce qui se passe sans être vu. La vie des animaux, des plantes et des humains dehors, dans la cour, triant leurs déchets, appliqués à remplir la bonne poubelle comme pour un jeu sérieux. Minou et Zapna se cherchent querelle, ça provoque une petite crise sonore, je leur dis vos gueules les mouettes, et tout le monde se calme. Tout ce qu'on peut faire dans son lit, à part dormir, je le fais. Surtout manger, lire, écrire et réfléchir. J'ai perdu mon désir, alors je ne fais rien de sexuel dans ce lit, mais ça j'en parlerai une prochaine fois parce qu'on ne peut pas tout raconter en même temps. Contrairement à la réalité qui, elle, passe son temps à additionner la plus grande quantité de choses en se fichant qu'il est oui ou non en leurs dedans. Je ne veux plus travailler. C'est très embêtant, mais je ne veux plus. Ou je ne peux plus, je ne sais pas très bien, ça fait comme une allergie. J'ai raconté ce qui se passe avec le plus de précision possible à mon assistante sociale. Je lui ai expliqué que je ne supportais plus l'autorité, le travail d'équipe, les bureaux, les plannings, les contraintes horaires, les projets. Le mot projet me donne une envie de devenir irrépressible. Quand j'entends une fois connaître immédiatement. Et c'est là qu'elle m'a dit, la prochaine fois, rappelez-moi qu'il faudra qu'on parle de l'allocation à vie handicapée. Après avoir passé toutes ces heures à réfléchir dans mon lit au sujet des épineux problèmes de mes moyens de subsistance, je suis arrivée au fond du sac habituel. Pas de travail, pas d'argent. J'ai senti la panique commencer à se débattre comme une souris qui se retrouvait au milieu d'une piscine sans savoir nager. C'est toujours cette image qui vient, puis que je sais que pour évaluer les effets des antidépresseurs, on mesure le temps de résistance d'une souris placée dans un bassin et elle n'a pas de pied. Mais les scientifiques sont-ils vraiment en train d'observer dans le cerveau de cette pauvre souris sa capacité d'espérer qu'une bouée va venir la sauver, ou bien sa faculté de se détendre, de se calmer, de se dire voilà, c'est pas pour de vrai, c'est juste une expérience. Rêve d'Alice, noté à son réveil dans son carnet rouge, dans une espèce de grotte bordée par des arbres comme à l'orée d'un bois. 3 hommes habillés exactement pareil, tout en noir, avec cagoule et gants noirs comme des ninjas, sont affalés attendant quelque chose. L'un d'entre eux joue à faire des tourniquets avec la lanière de son sifflet. Juste derrière, leurs chevaux pèsent paisiblement. Un des hommes parle dans son talkie-walkie. Un cheval dit « Je dors et je vais me réveiller ». Un magnifique renard court à toute allure dans les bosquets. Il apparaît derrière les rochers qui bordent la grotte où se cachent les 3 hommes. Il rejoint les hommes cagoulés, dont l'un d'eux est monté sur son cheval et souffle dans son sifflet à ultrasons avant de reparler dans son talkie-walkie, on ne sait pas avec qui. Parfois, l'action semble se dérouler au ralenti. Le cheval dit « Je vous laisse mon appareil photo, ce sera la preuve formelle que vous n'avez pas rêvé. »